passage où du roi vient de se marier et il part vers Rouen, avec sa nouvelle femme. Elle le regardait de côté, le trouvant vraiment charmant, éprouvant l'envie qu'on a de croquer un fruit sur l'arbre, l'hésitation du raisonnement qui conseille d'attendre le dîner pour manger à son heure. Alors elle dit, devenant un peu rouge aux pensées qui l'assaillaient: « Mon petit élève, croyez mon expérience, ma grande expérience. Les baisers en wagon ne valent rien. Ils tournent sur l'estomac. » Puis elle rougit davantage encore en murmurant: « Il ne faut jamais couper son blé en herbe. » Il ricanait, excité par les sous-entendus qu'il sentait glisser dans cette jolie bouche, et il fit le signe de la croix avec un marmottement des lèvres, comme s'il eût murmuré une prière, puis déclara: « Je viens de me mettre sous la protection de saint Antoine, patron des tentations. Maintenant, je suis de bronze. » La nuit venait doucement, enveloppant d'ombres transparentes, comme d'un crêpe léger, la grande campagne qui s'étendait à droite. Le train longeait la Seine et les jeunes gens se mirent à regarder dans le fleuve, déroulé comme un large ruban de métal poli, à côté de la voie, des reflets rouges, des taches tombées du ciel, que le soleil, en s'en allant, avait frotté de pourpre et de feu. Ces lueurs s'éteignaient peu à peu, devenaient foncées, s'assombrissaient tristement, et la campagne se noyait dans le noir, avec ce frisson sinistre, ce frisson de mort que chaque crépuscule fait passer sur la terre. Cette mélancolie du soir, entrant par la portière ouverte, pénétrait les âmes si gaies, tout à l'heure, des deux époux devenus silencieux. Ils s'étaient rapprochés l'un de l'autre pour regarder cette agonie du jour, de ce beau jour clair de mai. À Mantes, on avait allumé le petit quinquet à l'huile qui répandait sur le drap gris des capitons, sa clarté jaune et tremblotante. Du roi enlaça la taille de sa femme et la serra contre lui. Son désir aigu de tout à l'heure devenait de la tendresse, une tendresse alanguie, une envie molle de menues caresses consolantes, de ces caresses dont on berce les enfants. Il murmura tout bas: « Je t'aimerais bien, ma petite Made. » La douceur de cette voix émut la jeune femme, lui fit passer sur la chair un frémissement rapide, et elle ouvrit sa bouche en se penchant vers lui, car il avait posé sa joue sur le tiède appui des seins. Ce fut un très long baiser, muet et profond, puis un sursaut, une brusque et folle étreinte, une courte essoufflée, un accouplement violent et maladroit. Puis ils restèrent au bras l'un de l'autre, un peu déçus tous les deux, là et tendres encore, jusqu'à ce que le sifflet du train annonça une gare prochaine. Elle déclara en tapotant du bout des doigts les cheveux ébouriffés de ses tempes: « C'est très bête, nous sommes des gamins. » Mais il lui baisait les mains, allant de l'une à l'autre avec une rapidité fiévreuse, et il répondit: « Je t'adore, ma petite Made. » Jusqu'à Rouen, ils demeurèrent presque immobiles, la joue contre la joue, les yeux dans la nuit de la portière, où l'on voyait passer parfois les lumières des maisons, et ils rêvassaient, contents de se sentir si proches, et dans l'attente grandissante d'une étreinte plus intime et plus libre. Ils descendirent dans un hôtel dont les fenêtres donnaient sur le quai, et ils se mirent au lit, après avoir soupé très peu. La femme de chambre les réveilla le lendemain, lorsque 8 heures venaient de sonner. Quand ils eurent bu la tasse de thé posée sur la table de nuit, du roi regarda sa femme, puis brusquement, avec l'élan joyeux d'un homme heureux qui vient de trouver un trésor. Il la saisit dans ses bras en balbutiant: « Ma petite Made, je sens que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Elle souriait, de son sourire confiant et satisfait, et elle murmura en lui rendant ses baisers: « Et moi aussi, peut-être. » Mais il demeurait inquiet de cette visite à ses parents. Il avait déjà souvent prévenu sa femme. Il l'avait préparée, sermonnée, il crut bon de recommencer. Tu sais, ce sont des paysans de campagne, et non
pas d'opéra comique. Elle riait. Mais je le sais, tu me l'as assez dit. Voyons, lève-toi et laisse-moi me lever aussi. Il sauta du lit et mettant ses chaussettes. Nous serons très mal à la maison, très mal. Il n'y a qu'un vieux lit à paillasse dans ma chambre. On ne connaît pas les sommiers à Canteleu. Elle semblait enchantée. Tant mieux, ce sera charmant de mal dormir auprès de toi et d'être réveillée par le chant des coqs. Elle avait passé son peignoir, un grand peignoir de flanelle blanche, que du roi reconnut aussitôt. Cette vue lui fut désagréable. Pourquoi? Sa femme possédait, il le savait bien, une douzaine entière de ses vêtements de matinée. Elle ne pouvait pourtant point détruire son trousseau pour en acheter un neuf. N'importe, il eût voulu que son linge de chambre, son linge de nuit, son linge d'amour ne fût plus le même qu'avec l'autre. Il lui semblait que l'étoffe moelleuse et tiède devait avoir gardé quelque chose du contact forestier. Et il alla vers la fenêtre en allumant une cigarette. La vue du port, du large fleuve plein de navires aux mâts légers, de vapeurs trapues, que des machines tournantes vidaient à grand bruit sur les quais, le remua, bien qu'il connût cela depuis longtemps. Et il s'écria: Bigre, que c'est beau! Madeleine accourut et posant ses deux mains sur une épaule de son mari, penchée vers lui d'un geste abandonné, elle demeura ravie, émue. Elle répétait: Oh, que c'est joli, que c'est joli! Je ne savais pas qu'il y eût tant de bateaux que ça. Ils repartirent 1 heure plus tard, car ils devaient déjeuner chez les vieux, prévenus depuis quelques jours. Un fiacre découvert et rouillé les emporta avec un bruit de chaudronnerie secouée. Ils suivirent un long boulevard assez laid, puis traversèrent des prairies où coulait une rivière, puis commencèrent à gravir la côte. Madeleine, fatiguée, s'était assoupie sous la caresse pénétrante du soleil qui la chauffait délicieusement. Au fond de la vieille voiture, comme si elle eût été couchée dans un bain tiède de lumière et d'air champêtre. Son mari la réveilla. Regarde. Il venait de s'arrêter aux 2 tiers de la montée, à un endroit renommé pour la vue, où l'on conduit tous les voyageurs. On dominait l'immense vallée, longue et large, que le fleuve clair parcourait d'un bout à l'autre, avec de grandes ondulations, et on le voyait venir de là-bas, taché par des îles nombreuses et décrivant une courbe avant de traverser Rouen. Puis la ville apparaissait sur la rive droite, un peu noyée dans la brume matinale, avec des éclats de soleil sur ses toits et ses 1000 clochers légers, pointus ou trapus, frêles et travaillés, comme des bijoux géants, ses tours carrées ou rondes coiffées de couronnes héraldiques, ses beffrois, ses clochetons, tout le peuple gothique des sommets d'église que dominait la flèche aiguë de la cathédrale, surprenante aiguille de bronze, laide, étrange et démesurée, la plus haute qui soit au monde. Mais en face, de l'autre côté du fleuve, s'élevaient, rondes et renflées, à leur fête, les minces cheminées d'usine du vaste faubourg de Saint-Sever. Plus nombreuses que leurs frères, les clochers, elles dressaient jusque dans la campagne lointaine leurs longues colonnes de briques et soufflaient dans le ciel bleu leur haleine noire de charbon. La plus élevée de toutes, aussi haute que la pyramide de Khéops, le second des sommets dû au travail humain, presque l'égal de Saphir-Gomère, la flèche de la cathédrale, la grande pompe à feu que la foudre semblait, la reine du peuple travailleur, et fumant des usines, comme sa voisine était la reine de la foule pointue des monuments sacrés. Là-bas, derrière la ville ouvrière, s'étendait une forêt de sapins, et la Seine, ayant passé entre les 2 cités, continuait sa route, longeait une grande côte onduleuse boisée en haut, et montrant par places ses os de pierre blanche, puis elle disparaissait. À l'horizon, après avoir encore décrit une longue courbe arrondie, on voyait des navires montant et descendant du fleuve, traînés par des barques à vapeur, grosses comme des mouches, et qui crachaient une fumée épaisse. Des îles étalées sur l'eau
toujours l'une au bout de l'autre, ou bien laissant entre elles de grands intervalles, comme les grains inégaux d'un chapelet verdoyant. Le cocher du fiacre attendait que les voyageurs eussent fini de s'extasier. Il connaissait par expérience la durée de l'admiration de toutes les races de promeneurs. Mais quand ils se remirent en marche, du roi aperçut soudain, à quelques centaines de mètres, deux vieilles gens qui s'en venaient, et il sauta de la voiture en criant « Les voilà, je les reconnais !» Voilà, je vais m'arrêter ici avant la rencontre avec les parents qui, à mon avis, nous laissera des petites surprises. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.